euro nécessitait l'implication de François Hollande, président de la République, pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, son implication très forte, personnelle, a marqué des points, puisque ce qui a été acté par les pays européens, notamment pour répondre à la crise, a quand même été salué. L'évolution de la position de Madame Merkel n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu François Hollande à la présidence de la République française et s'il n'avait pas mis toute cette énergie sur ce dossier européen et bien sûr sa dimension internationale avec les G20, G8 auxquels il a dû participer immédiatement. Ce n'est pas de l'éloignement, je pense que chacun comprend aujourd'hui que la politique des États et notamment sur la dimension économique nécessite cette implication très forte dans les instances européennes et internationales. Anne Hidalgo, dans cette interview, il dit on y gagne en prestige quand il parle évidemment de la situation internationale. Alors est-ce que c'est presque une soif de reconnaissance qu'il avait, un manque de reconnaissance sur la scène internationale? En tous les cas, il a fait des débuts sur cette scène internationale absolument remarquables et certains lui avaient reproché de ne pas avoir cette expérience, comme quoi avoir beaucoup travaillé en amont, avoir vraiment préparé cette entrée sur la scène internationale, être très clair sur ce qu'on voulait obtenir, on fait finalement la différence. Et moi, je suis heureuse, vraiment très heureuse de voir à quel point cette implication dans les dossiers internationaux et européens a été positive, en tous les cas, dans les temps qui se sont déroulés depuis le 6 mai. Je reviens sur la scène nationale. Vous n'êtes pas ministre, donc peut-être vous avez une liberté de parole. Est-ce que vous diriez que la politique économique du gouvernement est une politique de rigueur? Non, je pense qu'on est vraiment... Vraiment pas d'austérité alors? Non, je pense, et vraiment, toute la campagne a été faite sur cette proposition, qui est une proposition équilibrée. Bien sûr, rechercher des économies, parce que la dette est insupportable, chacun le sait, les Français le savent, hein, d'ailleurs, ils ne le contestent pas. Le Premier ministre l'a redit dans sa déclaration de politique générale, mais la grande différence qui est celle de notre projet, avec le projet de la droite, c'est que justement nous voulions mettre en place des mécanismes pour relancer la croissance et répartir justement l'effort. Mais donc, le PS ne cède-t-il pas à la facilité des impôts, comme le dit Xavier Bertrand ce matin dans Les Échos? Ça, je pense que l'UMP cède à la facilité de la parole. D'ailleurs, ils n'ont pas varié d'un iota entre la campagne, la présidentielle et puis l'après-campagne. Ils sont toujours sur le même argumentaire, à essayer de vouloir dire que pour le PS, la seule solution serait les impôts. Non, nous avons une solution de relance de l'économie. Nous savons très bien que l'austérité, regardez ce qui se passe en Grèce, en Espagne et ailleurs, n'est pas du tout une solution parce que, et d'ailleurs, les pays lors du G20, les États-Unis avec Barack Obama l'avaient très bien dit. C'était une façon d'alerter l'Europe en disant si vous mettez en place des politiques d'austérité, vous ne vous en sortirez pas et vous allez nous entraîner avec vous. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler de mesures de relance là, cette semaine. Si, quand même. Dans la déclaration de politique générale, d'abord il y a des mesures d'économie et ça c'est un devoir que de faire. 7 des millions économies. à trouver pour 2012, 13 quasiment pour 2013. 7 milliards. 7 milliards évidemment. C'est plus que de la relance. Là. C'est vrai plan d'économie à trouver. Ce sont des économies. La droite avait fait le procès du fait que nous ne cherchions pas les économies ici, nous les cherchions. En même temps, nous avons des priorités. Par exemple, priorité à l'éducation, ça veut dire des moyens et des moyens humains, notamment sur l'éducation. Nous assumons ces choix. Il manque pas un peu de compétitivité Alors, sur la droite aujourd'hui? Non, sur la compétitivité, je pense que par exemple, distinguer du point de vue de l'impôt les très grandes entreprises et les PME en distinguant les taux d'imposition, faire en sorte que par exemple des entreprises qui réinvestissent une partie de leurs bénéfices dans l'emploi, dans la recherche, dans la technologie, c'est mieux et ça se valorise plutôt que de redistribuer purement et simplement aux actionnaires. Créer la banque publique d'investissement pour permettre
aux PME en lien avec les régions, et il y a un dialogue très fort avec les régions pour pouvoir justement asseoir ces banques publiques d'investissement aussi sur le travail que font les régions sur le tissu des PME. Tout cela sont des mesures de relance. Et puis de pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat qui va être en baisse pour les fonctionnaires, notamment près de 500 € de moins pour les fonctionnaires. Non, moi je pense que sur le pouvoir d'achat, d'abord des mesures globales aussi. Vous savez, quand on encadre les loyers, ça va jouer sur le pouvoir d'achat. Quand on double l'allocation de rentrée scolaire, ça joue bien évidemment sur le pouvoir d'achat des ménages. Et quand on répartit l'impôt plus justement, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ne soient pas taxés pour l'essentiel les classes moyennes, on fait aussi du pouvoir d'achat pour les classes moyennes. Mais effectivement, cette mesure, revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires, ça a été un peu critiqué et des classes populaires peuvent être touchées par une dégradation de leur pouvoir d'achat. Non, absolument. Enfin, très très peu. D'ailleurs, vous avez vu que la mesure va aussi distinguer les toutes petites entreprises, les entreprises de moins de 20 et les autres sur cette mesure-là. Mais cette mesure de défiscalisation des heures sup a été quand même critiquée par tous les économistes, tous les experts et bien sûr par nous, la gauche, parce que elle était totalement contracyclique. À un moment où le chômage était en hausse, on donnait le signe aux entreprises qu'il valait mieux surtout ne pas embaucher, surtout faire des heures supplémentaires, parce que c'était ça la solution. Donc c'était totalement à côté du cycle dans lequel on était, qui au contraire devait plutôt booster l'emploi, et c'était une mauvaise mesure. Voilà, c'était une mauvaise mesure, mais qui va être supprimée en tenant compte de la situation spécifique des toutes petites entreprises. Et ça, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, parce qu'elles ne sont pas dans la même situation que les grandes du point de vue des heures. Vous parlez de l'emploi, des salaires, et évidemment des fonctionnaires. Il y a la grande conférence sociale qui commence lundi et mardi prochain. Et dans une interview à Libération, Bernard Thibault, le leader de la CGT, dit tout simplement que le changement de président n'a rien changé pour les salariés. Bref, que rien n'a changé. Il prend d'ailleurs la même position que Laurence Parisot. Et c'est-à-dire qu'il n'en sortira rien de cette conférence sociale, selon vous? Non, c'est normal de dire que pour l'instant, les choses n'ont pas changé. D'abord, les salaires, ça relève pas de la décision du chef de l'État, mais bien des politiques salariales des entreprises. Donc, c'est effectivement dans cette conférence sociale, avec une méthode qui est d'abord de s'entendre sur un diagnostic, de se mettre d'accord sur un calendrier, sur des priorités de réforme, que sortiront des mesures pour, bien sûr, excusez-moi, mais quand on voit les décisions qui ont été prises pour les fonctionnaires, notamment sur la défiscalisation des heures supplémentaires, on voit qu'il n'y a pas eu concertation, que les décisions sont prises. Donc cette conférence sociale ne sert pas à grand-chose. C'était des mesures, par exemple, sur la défiscalisation des heures supplémentaires, qui n'est pas quelque chose de positif pour les salariés. Certes, il y a des salariés qui ont bénéficié d'heures supplémentaires, donc d'un salaire supérieur, mais en nombre, en proportion, ils sont quand même très très faibles par rapport à la grande masse de ceux qui ont subi le chômage. Et cette mesure a eu des effets, ça a été mesuré par beaucoup d'instituts qui travaillent sur les questions économiques, a eu des effets négatifs sur l'emploi. Donc la défiscalisation des heures sup, il faut tordre le cou à cette idée, ça serait quelque chose de positif pour les salariés. Alors qu'est-ce qui peut sortir de cette conférence? Alors, ce qui peut sortir, il y a plein de sujets. D'abord, il y a les sujets effectivement retraite, la question des salaires, des progressions, la question des conditions de travail aussi, qui est une condition très importante, la question des licenciements avec éventuellement les mesures protectrices. Voilà, c'est vraiment un chantier. Vous savez, on a vécu 10 ans, mais notamment les 5 dernières années, avec un vrai démantèlement du droit du travail et de la protection sociale. Donc je crois que cette conférence sociale est sans dialogue social. Rappelez-vous la réforme des retraites. Pour déminer avant une rentrée sociale qui sera ça ne sera pas 2 jours. C'est le lancement, en fait, ces 2 jours vont servir à se mettre d'accord sur un diagnostic, sur un calendrier et sur les thèmes qui vont être discutés. Et ensuite, bien sûr, la conférence sociale va se dérouler sur un temps plus long. Mais rappelez-vous, la réforme des retraites menée par M. Fillon et M. Sarkozy n'avait été précédée par aucune concertation. Il y avait juste eu un coup de fil, je me souviens de cette phrase de François Fillon, il avait appelé chacun des leaders syndicaux. Quelle concertation, en effet. Alors là, c'est une rupture. Anne Hidalgo, il y a quelques bisbilles, quelques couacs gouvernementaux. Dernière en date, Aurélie Filippetti qui annonce une hausse de la redevance sur les ordinateurs avant d'être rappelée à l'ordre par le Premier ministre. Il y avait eu des précédents déjà, Vincent Peillon,
et également Cécile Duflot sur la dépénalisation du cannabis. Ça fait pas un petit peu beaucoup qu'elle soit au gouvernement. Oui, bien sûr, mais ça fait pas un peu beaucoup. Est-ce qu'il y a un problème de coordination? Non, je pense. Moi, j'appellerais pas ça des bisbilles. C'est normal que, effectivement, les ministres testent, tentent. Bien sûr qu'il faut de la coordination, et j'ai l'impression que Jean-Marc Ayrault joue très très bien son rôle de chef d'orchestre et de chef de la majorité et de ce gouvernement. Donc voilà, non, moi ça me paraît. Franchement, je trouve que ce gouvernement a fait des débuts très positifs. D'abord, ils impriment autre chose. C'est une autre culture. C'est une autre approche du pouvoir. On les voit pas courir les plateaux télé pour essayer de se pousser du col et voir lequel d'entre eux sera le plus présent dans les médias. Ils sont au boulot, et je crois que c'est ça que les Français attendent. Et je trouve que par ailleurs, les jeunes femmes qui sont rentrées dans ce gouvernement, comme Aurélie Filippetti, font un travail remarquable. Vous savez, c'était pas facile, hein, le secteur de la culture et des médias n'est pas un secteur facile. Et je crois que vraiment les premiers pas qu'elle y fait sont salués par l'ensemble des professionnels. Anne Hidalgo, si on en croit Paris Match, alors vous me direz oui ou non. Je vois que ça vous fait sourire. Il y a un petit écho. On vous voit peut-être à la tête du Parti Socialiste en remplacement de Martine Aubry. J'ai découvert ça comme vous en lisant Paris Match. Non, voilà, moi j'ai toujours affirmé un engagement très fort pour Paris. Je suis dans ce mandat parisien. Il y a des échéances importantes qui arrivent en 2014, et j'ai toujours proclamé un engagement exclusif pour Paris. Oui, vous serez candidate officiellement à la mairie de Paris. Alors, bah, ça c'est. Oui. Je pensais aux Alors, voilà, de questions. Je suis allée trop vite. Alors, oui, le Parti Socialiste, je ne suis pas candidate à la tête du Parti Socialiste. C'est officiel, vous nous dites aujourd'hui, je ne suis pas candidate. Bien sûr, c'est très clair. Et voilà, les échos étaient tout à fait sympathiques, mais ne correspondent pas à ma volonté. Pour Paris, on a et pour compris. Paris, patienter un petit peu. Mais Paris, c'est mon investissement principal. En tous les cas, c'est la ville pour laquelle j'ai une passion et le mandat pour lequel j'ai une passion. Est-ce que vous redoutez peut-être la concurrence d'une autre femme aussi, dont on entend beaucoup parler, Cécile Duflot, pour Paris également? Mais non, enfin vous savez, d'abord elle est très occupée au gouvernement, chacun a sa tâche, voilà, et par ailleurs on verra bien si en 2014 il y a plusieurs candidatures, et c'est très bien, c'est le jeu de la démocratie, que les citoyens puissent départager entre plusieurs candidats ou candidates. Moi je suis d'avis par exemple à gauche, une grande primaire citoyenne, y compris qui départage les candidats de gauche dès lors qu'ils sont d'accord pour partir ensemble au premier tour, c'est des choses qui peuvent s'envisager, en tous les cas qui moi me plairaient beaucoup et dans lesquelles je m'engagerais. Donc vous pensez que ça peut régler un problème de concurrence interne? C'est ça la solution? Mais j'ai pas, enfin si vous voulez, tout dépend ce que vous entendez concurrence interne. Voilà, moi je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. J'aurai le moment venu un projet, une équipe, une dynamique, et les Parisiens décideront. Anne Hidalgo, question sur Paris. La ville a décidé hier de supprimer la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées et handicapés. Pourquoi? Vraiment, on peut se demander pourquoi. C'est un grand raccourci, hein. La ville finance ce qu'on appelle la carte émeraude, et nous avons décidé de faire en sorte que cette carte émeraude, en fait, est attribuée à l'ensemble des personnes de 60-65 ans qui, en fonction d'un niveau de revenus, bien évidemment. Donc c'est en gros, je crois, 135 000 personnes qui en bénéficient aujourd'hui à Paris. Nous avons décidé de faire en sorte que il y ait un paiement, mais bon, 20 € par an, ça veut dire en gros le prix de 2 tickets de métro pour pouvoir circuler librement, gratuitement sur l'ensemble du réseau. Donc ce n'est pas une suppression de la gratuité. Anne Hidalgo, une petite question pour conclure. La FIFA a autorisé le voile pour les femmes qui jouent au football. Est-ce que vous trouvez que c'est une régression, une bonne mesure? C'est une régression. C'est vraiment une régression. Moi, je suis très choquée par cette mesure. Je suis vraiment de tout cœur avec les associations féministes. Je trouve que dans le sport, les signes distinctifs religieux qui en plus entravent la pratique sportive, parce que, excusez-moi, mais faire une tête quand on est obligé de se couvrir la tête au foot ou courir avec des tenues qui ne vous permettent pas d'être libre de vos mouvements, ce n'est pas rechercher la performance sportive, c'est entravé, et en plus, comme par hasard, c'est sur les femmes que ça tombe. Donc non, moi je suis très choquée, très très choquée. Merci Anne Hidalgo d'être venue sur Radio Classique et Public Sénat ce matin. Merci Michael Zalès. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous.
nouvelle accueillie positivement sur les marchés financiers. C'est suffisamment rare dans le contexte actuel pour être souligné. Ah oui, ça pourrait être populiste. Les gens les uns contre les autres. Pardon ? Ça promet une belle bataille parlementaire. Elle a déjà commencé. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal.